ayant remarqué récemment, tout récemment, un événement qui a attiré mon attention. J'ai étudié et réétudié les questions qui se posent et pris la décision de m'adresser à travers la presse du Sénégal à tous les Sénégalais. J'ai remarqué, il n'y a pas longtemps, cela fait un mois, dans un journal du Sénégal, que monsieur l'ambassadeur de France, monsieur Christophe Bigot, ambassadeur de la République française, a rendu visite à monsieur Fall, notre nouveau ministre de la Justice, immédiatement dès son installation, pour y dire, et c'est le journal qui l'a publié, d'autres journaux aussi l'ont publié, et pour y dire que la France, ou bien lui-même, M. Christophe Bigot, va construire pour le Sénégal un tribunal de commerce, va construire pour le Sénégal à Diamniadio une école pour former les magistrats, etc., etc. Or, quelques semaines auparavant, le 9 juin 2017, l'Assemblée nationale du Sénégal avait voté une loi nouvelle pour instituer un tribunal de commerce au Sénégal. Et nous avions fortement critiqué cette loi nouvelle, qui portait atteinte à l'indépendance des magistrats du Sénégal, qui portait atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi, mais qui, surtout, ce qui n'a pas été caché, avait pour but de protéger les intérêts des banques et des grandes entreprises qui travaillent au Sénégal. Mais les plus grandes banques au Sénégal, les plus grandes entreprises qui travaillent au Sénégal sont des banques et des entreprises françaises. Et c'était dit dans les journaux de la Chambre de commerce, et c'est même dit dans l'exposé des motifs de cette loi, que c'est pour protéger les affaires, que les magistrats du Sénégal étaient considérés à un niveau qui n'est pas le leur, et que la justice allait être placée sous un rapport de domination économique dont souffriront tous les Sénégalais et toutes les petites entreprises sénégalaises et tous ceux qui, au Sénégal, n'ont pas d'argent, empruntent, travaillent pour gagner leur vie. Nous l'avons critiqué. Et c'est monsieur l'ambassadeur de France qui vient dire qu'il va nous installer ce tribunal de commerce. Donc, qui vient dire, après 60 ans d'indépendance, qu'il va nous organiser notre pouvoir judiciaire. Le Sénégal est composé de 3 pouvoirs, apparemment. Maintenant, je ne sais pas si c'est 4 ou 5, mais selon les traditions de la République, on dit pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Mais le pouvoir exécutif, symbolisé et représenté par le président de la République, est fondé sur le sommet d'une pyramide. Le sommet de la pyramide du pouvoir exécutif, c'est le serment du président de la République. C'est pourquoi je vous ai distribué un texte qui commence par le serment de monsieur le président de la République. Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, a prêté serment de observer et de faire observer scrupuleusement les dispositions de notre Constitution. Voilà le serment qu'il a prêté. Son serment ne vise que la Constitution du Sénégal qu'il doit protéger scrupuleusement, qu'il doit observer et faire en sorte que tout le monde l'observe. La Constitution du Sénégal dit que le pouvoir judiciaire est indépendant et s'exerce à travers ses magistrats. La Constitution du Sénégal comprend
une partie relative aux traités internationaux et diplomatiques. Et dans la diplomatie, chaque État est souverain et exerce ses pouvoirs souverainement. Je ne vois pas de quelle légitimité un ambassadeur, et le seul ambassadeur parmi presque 200 ambassadeurs qui sont au Sénégal, serait-il ambassadeur de France, se permettrait-il d'être le premier dans notre ministère de la Justice pour nous dire qu'il va nous installer nos tribunaux, et nos tribunaux qui portent atteinte aux droits des magistrats du Sénégal. Je l'affirme. Les personnes n'ont jamais dit le contraire depuis que je l'ai écrit. Alors, à partir de là, je me demande aujourd'hui où nous allons aller. Parce que je vous dis une chose, à l'heure actuelle, le Sénégal a une politique. Le Sénégal a une politique. Je ne dirais pas que le président du Sénégal n'a pas de politique. Il a une politique. Sa politique s'exprime à travers certains détails, mais surtout à travers quelque chose d'important. La ville de Dakar concentrée, surconcentrée, le reste du Sénégal appauvri et toujours pauvre. Le président du Sénégal pense qu'il peut enlever la pauvreté de tout le reste du Sénégal et décharger Dakar de son surpoids de population en créant ce qu'il appelle le pôle urbain de Diamniadio. Entre parenthèses, que des immeubles à étages, que des appartements cage à pigeons. J'aimerais pas que les Sénégalais, en tout cas je ne pense pas que dans les traditions sénégalaises, tout le monde va courir pour acheter à prix d'or des appartements qui sont cage à pigeons dans une ville nouvelle comme Diamniadio. Mais toujours est-il que la politique du gouvernement du Sénégal autour de la ville de Diamniadio, autour de l'aéroport de Diass, et tout cela gravite à travers une autoroute qui va y conduire, à travers un train express régional qui s'appelle TER qui va y conduire, à travers des investissements. Et le tout, en fait, financé, dirigé, géré par des capitaux français. Et donc, toutes les petites entreprises françaises qui vont venir se greffer autour de toutes ces entreprises-là, dont les bénéfices seront expatriés sur la France, je regarde un peu le franc CFA, ceci est une politique que nous pouvons partager, que nous pouvons ne pas partager. Mais toujours est-il que c'est une politique de notre gouvernement. De quel droit? Devant une politique qui met au cœur de notre économie l'entreprise française et les intérêts français, l'ambassadeur de France doit-il venir dire « Je vous organise le tribunal qui permettra aux grandes entreprises françaises et aux banques françaises de gagner tout le procès et de renvoyer les bénéfices en France ». Ce n'est pas le rôle d'un ambassadeur, c'est une atteinte directe à nos souverainetés. C'est un manquement grave à la neutralité internationale de tout ambassadeur. Et cela, au regard du serment de notre cher président, je pense que cela demande que nous nous arrêtions et nous réfléchissions sur la manière dont notre pays est conduit. Ensuite, j'ai choisi de vous parler sous le même rapport, sous le rapport de la garantie des garanties constitutionnelles, de l'affaire Yavuz Selim, de l'affaire de l'enseignement. Aujourd'hui, cette affaire pose des problèmes qui demandent que tout cela soit recentré. Il s'est agi de l'enseignement. L'enseignement accompli par une école privée. Retournons à notre Constitution. La Constitution du Sénégal, article 22, s'agissant de l'éducation. Cette Constitution dit, article 22, que l'État a le devoir et la charge de l'éducation et de la formation de la jeunesse par des écoles publiques. L'État a la charge et le devoir de former la jeunesse par des écoles publiques.
Donc l'État n'est tenu que de former seulement à travers des écoles publiques. L'État ne peut pas s'occuper d'une formation par une école privée. Et la même Constitution dit, article 23, des écoles privées peuvent être ouvertes avec l'autorisation et sous le contrôle de l'État. Des écoles privées peuvent être ouvertes avec l'autorisation et sous le contrôle de l'État. Deux domaines de l'enseignement tout à fait différents. Le domaine à la charge de l'État qui est le domaine de l'enseignement public, le domaine qui nous est donné, nous les privés. Mais comme l'État doit surveiller tout le Sénégal, l'État nous surveille, nous contrôle. Si nous enseignons mal, l'État nous dit je vous ferme. Si nous enseignons bien, l'État vous dit je vous encourage. Mais l'État n'a pas le droit de s'occuper de l'administration d'un enseignement privé. C'est contraire à notre Constitution. Ce n'est pas une question Yahou Selim, ce n'est pas une question de Erdogan, ce n'est pas une question de... Quelle que soit la cause et la raison, que l'État s'occupe de mettre en place une administration provisoire, entre guillemets, pour gérer une école privée, est contraire à notre Constitution. L'État viole ses devoirs constitutionnels que le président de la République, dans son serment, est chargé d'observer et de faire observer. Et là, je vous ai donné des références. Notre nouveau ministre de l'Intérieur, je mets à sa décharge le fait qu'il soit nouveau dans ce système compliqué. Mais il a quand même dit, et c'est publié dans un journal du Sénégal, le nouveau ministre de l'Intérieur du Sénégal dit, et je le cite, puisque c'est l'ONG Basquent Légitime qui avait le statut de déclarant responsable et que ce dernier a été retiré, il n'y a rien qui justifie que cette institution accueille des élèves. Donc le ministre de l'Intérieur dit que l'État avait donné une autorisation, un agrément à une institution pour qu'elle enseigne, que l'État l'a retiré, a retiré cet agrément. Donc cette institution ne peut plus enseigner. Ce qui est vrai. Si l'État a retiré l'agrément, quelle que soit la raison, je ne rentre pas dans les raisons. Je ne rentre pas dans les raisons. Mais si l'État a retiré l'agrément, cette institution ne peut plus enseigner. Mais personne d'autre ne peut enseigner non plus, sans agrément. Or, l'État ne peut pas donner un agrément à une administration provisoire relevant de lui-même. Alors que c'est cela que dit Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Il convie les personnes concernées à s'entendre autour de l'administration provisoire. Les deux ministres, bon, je mets à leur décharge pour l'un qu'il est nouveau dans le système, le nouveau ministre de l'Intérieur, pour l'autre qu'il n'est pas un expert du droit, mais aussi à sa charge qu'il doit toujours interroger les experts du droit aussi. Parce que dans une démocratie, rien ne peut se faire sans appel au droit. Et donc prendre des décisions sans que les véritables experts du droit ne vous indiquent la voie est un petit peu périlleuse. Toujours est-il que dans le même gouvernement, voilà le ministre de l'Intérieur qui nous dit qu'il n'a pas possibilité d'enseigner parce que les agréments sont enlevés. Et voilà le ministre de l'Éducation, principal concerné, qui nous dit je vais enseigner avec une administration provisoire contraire à la Constitution de notre pays. Voilà, messieurs, dans quel imbroglio nous nous trouvons à cause des manquements de ceux qui nous gouvernent. D'autant plus que, chose plus grave, l'enseignement est fait dans des locaux. Mais le sol sur lequel on a construit les bâtiments appartient à quelqu'un. On m'a dit que c'est une société anonyme. Le bâtiment appartient à quelqu'un. On m'a dit que c'est la même société anonyme. Les tables et les chaises appartiennent à quelqu'un. On m'a dit que c'est la même société anonyme. Mais cela, c'est le droit de la propriété privée du Sénégal, des biens au Sénégal, garanti par la Constitution de notre pays, article 15. L'État ne peut pas, sous quelque prétexte que ce soit, sous quelque administration que ce soit, faire entrer des élèves, des professeurs, dans une enceinte privée appartenant à quelqu'un. Il y a un délit qui est visé par l'article 423 du Code pénal du Sénégal, qui est le délit d'occupation du bien d'autrui.
toute personne installée par l'État dans ces locaux qui s'y installe serait passible des peines prévues par l'article 423 du Code pénal, parce que ce bien appartient à une personne privée qui est une société qui dit non, ne rentrez pas chez moi. Vous voyez dans quelle situation aujourd'hui nous nous trouvons lorsque dans un pays que l'on dit, je dis bien que l'on dit, démocratique, les personnes censées nous diriger ignorent les règles les plus fondamentales sur lesquelles sont assis ou assises leurs propres prérogatives, notamment la Constitution de notre pays, que le président de la République est chargé d'observer et de faire observer. Et je continue en citant un autre exemple. Les exemples, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'en ai pris 3. M. Christophe Bigot et son intrusion dans notre indépendance et notre constitutionnalité. L'affaire Yao Selim avec toutes ses contradictions contraires à notre constitution. Et maintenant, j'arrive sur une affaire. L'affaire de M. le maire de Dakar. Le maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall, est en prison. La raison pour laquelle il est en prison, je n'en parle pas. C'est une question de fond. Cependant, je tiens à vous informer que depuis une dizaine de jours, je suis devenu l'avocat de madame, pas monsieur, de madame Fatou Traoré. J'ai écrit ma lettre de constitution avec les cachets des juges et tout dessus. Madame Fatou Traoré est en prison. Elle a été emprisonnée en même temps que M. Khalifa Ababakar Sall et d'autres, pour les mêmes raisons, comme des complices qui ont fait la chose. Mais ce qui m'étonne est que personne, jamais personne, la presse, la justice, les avocats, les familles, personne n'a parlé de cette femme-là. Libérer Khalifa Sall, si vous voulez, oui. Emprisonner celui-là, si vous voulez, oui. Mais et cette dame, Fatou Traoré, qui n'a rien fait d'autre que peut-être ce qu'on lui aurait demandé de faire. Mais on verra ça devant un juge de jugement. Si elle doit être jugée, je suis son avocat. On verra ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait. Mais pour l'instant, ce qui me scandalise est que personne au Sénégal n'a jamais fait cas de cette femme. Personne, ni même les avocats qui disent être son avocat à elle, parce qu'il y a des noms d'autres avocats en face d'elle dans le dossier. Alors les femmes sont quantité négligeable dans notre pays. Quel que soit ce qui se dit ailleurs, les femmes se battent pour leur terre. Or, des lois peuvent être prises, nous en sommes capables, et vous savez bien que je le sais. Quand il s'agit de la terre et du foncier au Sénégal, doutez-vous bien que j'en sais bien des choses. Il est facile, très très facile. Je ne vous ai pas dit difficile, je dis très 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 facile. De faire en sorte que les femmes disent merci Monsieur Macky Sall, si c'est sa chance de le faire lui. En changeant certaines lois et de petits détails dans des détails de loi, et que les femmes soient enfin investies dans leurs droits sur la terre. Personne ne le fait, ni le gouvernement actuel, ni les gouvernements d'hier. Et voilà une femme emprisonnée parmi des hommes qu'on a oublié, ignoré, jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui me scandalise. Alors, j'en profite pour vous donner mon opinion sur la détention actuelle de M. Khalifa Ababakar Sall. Je ne dis pas sur sa culpabilité, je ne parle pas de culpabilité, je ne parle pas de faute, je ne parle pas du dossier. Je parle d'un détail qui existe aujourd'hui. Il y a une personne qui est en prison, qui est députée du Sénégal, qui n'a pas encore été jugé, donc qui n'est pas condamné. Et tout le monde dit qu'il est présumé innocent. Personne ne dira le contraire. C'est la présomption d'innocence. Quelqu'un qui est en prison, qui est donc innocent de par la loi, tant qu'il n'aura pas été déclaré coupable par un jugement définitif. Un innocent est poursuivi et détenu dans les poursuites. La Constitution du Sénégal est claire, elle est indiscutable.
Article 61 de la Constitution. Aucun membre du Parlement, parce qu'aujourd'hui il est membre du Parlement, ne peut, pendant la durée des sessions, je suis très clair, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il est établi que M. Khalifa Ababacar Sall est député. Il est établi que l'Assemblée nationale était, il y a quelques jours, ou est encore en session. Le texte dit on ne peut pas le poursuivre. Or, il est poursuivi au cours de la session. Or, notre code de procédure pénale indique 3 autorités de poursuite. 3 autorités qui peuvent faire des poursuites. Les officiers de police et agents de police judiciaire. C'est-à-dire les policiers qui sont investis de missions spéciales de police judiciaire. Ils peuvent poursuivre quelqu'un, l'amener à la police, le mettre en garde à vue, l'interroger. Pendant tout ce temps, il est poursuivi. Et mis en garde à vue. On ne dit même pas arrêté, on dit mise en garde à vue. Ensuite, il est transféré chez le procureur. Donc, la deuxième autorité de poursuite, c'est le procureur de la République, ou le procureur général. Ce sont les procureurs. Les procureurs prennent des décisions, des réquisitions, soit pour vous mettre directement en prison, dans certains cas, soit pour vous confier à un juge d'instruction. Et le juge d'instruction est la 3e autorité de poursuite, qui peut vous inculper et vous mettre en détention. Il y a donc 3 autorités capables de poursuivre. Ces 3 autorités ne peuvent que poursuivre. Ils n'ont aucun autre pouvoir. Ils ne peuvent pas dire que vous êtes coupable. Ils ne peuvent pas vous condamner à une peine d'emprisonnement. Ils ne font que vous poursuivre. Et vous livrer au juge. Et vous livrez au juge. Et c'est le juge, qui vous acquitte, qui vous libère, qui vous condamne. Tant que vous n'êtes pas devant le juge, vous êtes poursuivi. Vous n'êtes que poursuivi. La Constitution interdit de poursuivre un député au cours des sessions parlementaires. Ça veut dire que quand on ouvre la session parlementaire, le juge doit obligatoirement et de plein droit, dès lors qu'il sait que la session parlementaire est ouverte, lui dire: monsieur, rentrez chez vous, allez faire votre travail de parlementaire. Quand la session est fermée, vous revenez en prison. C'est comme ça, c'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. C'est la Constitution qui le veut. Et la Constitution, dans ce cas-là, devient une règle de procédure. On n'a pas besoin même de réquisition du parquet, ni d'autorisation de qui que ce soit. C'est de plein droit. En le conservant en prison au cours de la session parlementaire, je dis qu'il s'agirait d'une détention arbitraire d'un député du peuple chargé d'un mandat populaire. Et ça, c'est l'un des actes les plus graves d'une république. Si j'ai commencé par rappeler le serment de Monsieur le Président de la République, c'est parce que je demande, c'est parce que je pense, c'est parce que je souhaite, avec les bons sentiments que j'ai à son égard, qu'il est temps qu'il entende une voix autre que les nombreuses voix qu'il entend tous les jours. Et qu'il se rende compte qu'il a prêté serment devant le peuple sénégalais d'observer et de faire observer scrupuleusement toutes les dispositions de notre Constitution. J'ai tenu à prendre cette position de la façon la plus claire, à l'écrire, à diffuser tout ce que je viens de dire au monde entier et à demander aux hommes de droit de se prononcer. Je me place sur le plan scientifique. Mais la science du droit public, la science du droit constitutionnel est par définition une science de droit politique. Car un président de la République élu est élu par la politique. Un président de la République qui prête serment sur la politique, sur une politique qui consiste à défendre ses citoyens contre tous les arbitraires. Et donc, les juristes du droit politique du Sénégal sont invités à oublier pour une fois leur côté partisan. Vous savez, messieurs, ce n'est pas à moi qu'on apprend ce qu'est être partisan. J'ai commencé à faire de la politique en 1900.
58. En 1958, j'avais la carte d'un parti politique dans la poche. Les jeunesses de Senghor. Et je le prouve. En 1960, 61, 62 à peu près, j'étais le secrétaire de Dakar chargé de la formation politique de la jeunesse. Et mon frère, le grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, était mon adjoint dans ce bureau-là. Les documents le prouvent. Babacar Youm est là. Il était notre grand, il l'a vécu. Donc, l'aspect partisan d'une politique, ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai connu. Mais le Sénégal traverse aujourd'hui une autre époque. Le Sénégal est dans une autre phase. Si le temps m'était permis, je vous aurais raconté beaucoup de choses qui se sont passées au sein du Parlement français. Lorsque Robert Badinter faisait voter aussi bien devant l'Assemblée nationale que devant le Sénat, son abolition de la peine de mort. Les gens qui appartenaient à un même parti politique, la droite, alors que Mitterrand venait d'accéder au pouvoir en 1981, la droite française était divisée en deux au sein du Parlement. Les uns disaient oui pour l'abolition de la peine de mort, les autres disaient non pour l'abolition, et notamment M. Philippe Séguin qui disait oui aux côtés de M. Robert Badinter, qui était de la gauche. Parce que tous les deux ont voulu marquer l'histoire. Pourtant, par la suite, lorsque Mitterrand a quitté le pouvoir, ce même Philippe Séguin fut président de l'Assemblée nationale de la droite française. Son parti ne l'en a pas voulu. Aucun parti n'en a voulu à l'autre, à un de ses membres, d'avoir pris une position historique. Car devant l'histoire, ce ne sont plus les côtés partisans qui comptent. C'est ce que vous laisserez pour la postérité. Et c'est ça que je demande simplement à mes jeunes frères, à mes neveux et à mes enfants du Sénégal qui sont dans la politique, de ne pas oublier que nous, les plus anciens, nous l'étions bien avant leur naissance, et penser à leur nation, aux choses qui passent et aux choses qui demeurent. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps. Ce que j'ai voulu dire, j'ai voulu le dire pour que l'humanité tout entière m'entende et sache que quand je prends des positions, je veux que ce soit des positions qui servent tout le monde. Quel que soit le côté où on se situe, je vous remercie.